Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, Monsieur le Président, pour ce vaste sujet, surtout à traiter en peu de temps, puisqu'on va parler un petit peu on va parler du côté pratique du bruit. Donc, mes liens d'intérêt, vous les voyez ici. Donc, je suis salarié d'une fondation dont dépend l'école d'audioprothèse d'Évreux. Donc, je suis responsable pédagogique troisième année. Nous sommes sous la tutelle de l'Université de Rouen. Lesoreilles.org, c'est le site à travers lequel je fais de la prévention du risque auditif et du travail sur le bruit depuis quelques années. Bruit Paris, donc c'est l'association dont je suis président du conseil scientifique qui travaille sur le bruit en Île-de-France. Et Mission Audition, donc c'est une association aussi d'audioprothésistes où je suis à temps partiel. Voilà. Donc, je vous présente un petit peu Bruit Paris. Donc, c'est un dispositif un petit peu, unique au monde. Donc, il y a d'autres villes qui sont dotées comme ça d'un observatoire du bruit. Mais nous avons quand même un réseau de capteurs de 203 stations et ça nous permet de récupérer pas mal de données. Donc, les 4 missions sont observer l'environnement sonore, développer et améliorer les connaissances, donc participer à des études scientifiques, accompagner les pouvoirs publics donc dans la prise en compte du bruit. Et là, il y a un vaste travail en Île-de-France et information et sensibilisation du grand public. Donc là, vous voyez un petit peu nos capteurs de bruit donc festif, capteurs de bruit aérien et bientôt un radar du bruit qui est à l'homologation. Alors on ne sait pas si ce sera pris, mais à ce moment-là, il deviendrait un radar de contrôle sanction pour le bruit routier. Donc sinon, vous voyez, action de prévention, action en milieu scolaire, quantification des impacts sanitaires du bruit, enquête de perception. Je vous recommande d'aller voir le site de bruitparis.fr. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Et si vous avez dans quelques zones que vous habitiez, il y a des fiches pratiques pour vos responsables locaux, pour les pouvoirs publics, pour aménager tout ce qu'il faut en fonction du bruit. Enfin, le côté pratique. Hop. Donc, la nouvelle tendance, donc vous voyez que Bruit Paris aussi est responsable de la cartographie du bruit en Île-de-France. Vous voyez que maintenant, la nouvelle tendance, c'est de faire une corrélation air-bruit, puisque ça permet de mieux voir les zones qui sont les plus défavorisées. Donc, le bruit a un coût. Donc, vous connaissez tous ce chiffre de 42,6 milliards d'euros. Pardon, de 147 milliards d'euros. Là, je réduisais la facture. Ce chiffre de 147 milliards d'euros par an en France, donc nous l'avons un petit peu, analysé en Île-de-France. Et vous voyez, voilà. Bruit. Zut. Pardon. Voilà. Donc, le bruit des transports est une composante principale, suivi par le bruit de voisinage, le bruit au travail, et vous voyez que les dépenses transversales de prévention ne regroupent pas une énorme partie. Donc maintenant, les risques. Donc, les effets du bruit sur la santé, on distingue les effets sur l'audition et les effets extra-auditifs. Donc, les effets sur l'audition, vous les connaissez tous. Fatigue auditive, perte auditive, acouphène, hyperacousie. Et dans les effets extra-auditifs, donc on a les effets biologiques, donc sur le sommeil, les fonctions végétatives, immunitaires et même la croissance. Les effets subjectifs, donc la gêne, l'irritation, le manque de concentration. Et les effets comportementaux, c'est-à-dire les effets sur les performances, l'apprentissage et les incitations à la prise de médicaments et des troubles psychiques. Donc, on a parlé tout à l'heure avec le professeur Ducournau de la loi donc, sur le bruit au travail donc, que vous voyez ici. Alors, en fait, donc, on estime donc, les recommandations, par exemple, du HCSP, du Haut Conseil de la Santé publique en matière d'exposition, on va dire non permanente, c'est 85 décibels sur 8 heures. Vous voyez que chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, et vous savez pourquoi, on divise le temps par 2. Donc, ça nous amène effectivement à voir que le seuil de risque en termes de droit du travail a été défini à 80 décibels, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, où il faut commencer à prendre des mesures. Voilà, donc ça vous donne un petit peu... donc 80 décibels pour 8 heures, on dira que c'est le niveau du principe de précaution. En matière de musique amplifiée, vous voyez qu'on monte beaucoup plus haut, c'est 102 décibels A sur 15 minutes et 118 C. Donc en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle loi définit les niveaux de crête. Et quand il s'agit d'enfants de moins de 6 ans, on reste à 94 décibels A sur 15 minutes et 104 décibels C, donc pour
une protection beaucoup plus importante. Donc, j'ai pas fait d'études de cas, mais voilà l'évolution de la surdité professionnelle. Donc, sur le site de l'Université virtuelle de la médecine du travail. Donc là, on peut considérer que c'est l'évolution de l'audiométrie telle qu'elle est définie dans les procédures d'indemnisation. Donc, les effets se divisent en effets à court terme et à long terme, finalement. Donc, une exposition courte va causer du stress. Ça va faire agir le système nerveux sympathique, le système endocrinien. On aura donc des effets hémodynamiques et métaboliques, le rythme cardiaque, la pression sanguine, production de cortisol, libération d'acide gras libre et mobilisation du glucose. Sur le long terme, ça va créer la gêne de perturbation du sommeil, le stress chronique, et au niveau physiologique, donc de l'hypertension, infarctus du myocarde avec risque de mortalité, AVC, surpoids, diabète de type 2, donc les expositions à long terme comme ça. Voilà ça. Donc, il y a des facteurs modificateurs, on en a parlé dans les présentations précédentes, mais en gros, le spectre de fréquence, enfin les qualités du bruit, les facteurs acoustiques sont vraiment importants, mais il y a des facteurs de contexte aussi, par exemple une multi-exposition, le type d'habitat, l'activité en cours d'exposition. C'est sûr que si on est en train de dormir quand il y a un bruit important, ça, c'est pas tout à fait ça. Et il y a d'autres facteurs de vulnérabilité qui sont très très importants sur le long terme, donc l'état de santé, la sensibilité au bruit, et l'attitude du gestionnaire du bruit, c'est là où on en arrive au problème de comportement, et l'appréciation, l'utilité, la peur de la survie, ce sont des facteurs individuels et socio-démographiques d'attitude. Ceci dit, ce corpus de facteurs est relativement peu stabilisé. Dans les études, on voit qu'il y a d'autres notions qui interviennent, comme celle de la qualité de vie locale globale, comme les possibilités de répit sonore, les fameuses zones de calme. Et en fait, il y a une interdépendance et une part de redondance dans l'information des facteurs entre eux, ce qui veut dire c'est un peu difficile d'interpréter les études. Ceci dit, ces études ont conduit à faire évoluer un petit peu les comportements face au bruit. Donc, quand on prend toutes ces études, on arrive à en faire une synthèse comme ça sur les différents bruits les plus gênants, l'air, le fer et la route. On rajoute l'indicateur quantitatif des années de vie en bonne santé perdues, donc le DALI que tous les audioprothésistes connaissent depuis l'étude de Jean de Kerves-Doué. Et hop, on a les recommandations de l'OMS. Donc en fait, l'OMS a pris la moyenne des études. Ils ont pris les niveaux auxquels 10% de personnes étaient très gênées et ça nous donne les recommandations de l'OMS face à la législation, puisque on m'a demandé de parler un petit peu aussi de législation. Donc, vous voyez qu'en matière de bruit routier, on devrait avoir un LDEN donc inférieur à 53 et un niveau nocturne inférieur à 45, et qu'en fait, vous voyez, c'est 68, 62, donc vous pouvez apprécier ces valeurs. De toute façon, c'est pas la peine de sortir vos appareils photo. Le PDF sera en ligne, je pense, sur le site du collège, et de toute façon, je l'ai mis aussi en ligne sur le site des oreilles. Hop. Donc, quelques chiffres clés pour voir un petit peu l'ampleur du problème. Donc, plus d'un Européen sur 5 est exposé à des niveaux dangereux pour la santé. 12 000 décès prématurés par an en Europe du fait d'exposition au bruit. Ça, c'est des chiffres de 2020. Et en 2019, donc Bruit-Paris a refait une extrapolation sur les zones denses de la région parisienne. Et résultat, c'est 9,4 mois de vie en bonne santé perdus par habitant en région parisienne en moyenne, et jusqu'à 3 ans dans les secteurs les plus exposés, donc en multi-exposition. Donc la législation, il n'était pas possible de vous la résumer autrement qu'avec ça. On peut remercier la mairie de Paris pour avoir fait ça. Donc ça, c'est une carte mentale, vous la trouverez sur le PDF. Donc vous avez quand même plus de 5 codes différents qui sont, de codes de loi qui sont impliqués. Donc vous voyez, au centre, on a... Pardon. Là, c'était la suite. Vous voyez, donc la réglementation contre le bruit, la prévention, les articles correspondants. Et sinon, donc, si vous êtes victime, donc ça, c'est la partie bruit dans l'environnement. Et de l'autre côté, sur la partie bruit dans le voisinage, en fait, vous avez les types de comportements, les types de soucis que vous pouvez rencontrer, s'il y a une mesure de bruit ou pas qui est dans le texte de loi, et les différentes,
les différentes choses sur lesquelles on peut attaquer, parce qu'en fait, il n'y a pas que le bruit. À ce moment-là, on peut parler de rassemblement nocturne, d'attroupement. Enfin, il y a tout un tas de possibilités légales, si vous voulez, qui sont recensées ici. Prudence, donc c'est un petit peu compliqué. On trouve tout et son contraire. Il y a une tolérance dans les campagnes, par exemple, par rapport au bruit, qui font partie de son patrimoine. Concernant les histoires de coqs, de grenouilles, de clochers, etc., qui font bien sûr tout le monde dans les news. Vous voyez par exemple que le coq peut avoir été condamné dans un endroit et pas condamné dans un autre, alors que la mare aux grenouilles a été condamnée à être comblée pour cause de troubles nocturnes. C'est un petit peu compliqué d'établir des règles et j'aimerais pas être à la place des juges qui s'occupent de ça. Donc, comment vivre avec le bruit? Ça, c'est la troisième question qui est difficile à répondre elle-même en 10 minutes. C'est une question complexe. En fait, on est bien obligé de le supporter. Le bruit, c'est la vie, on en fait tous. On recherche tous le calme. Comme on a entendu tout à l'heure, il y a les bruits de la nature. Je dirais vivre avec le bruit, c'est rechercher un point d'équilibre. C'est-à-dire pas un objectif de silence total comme on peut voir dans certains conflits de voisinage, mais il faut absolument qu'aucune source de bruit évitable, inutile ou due à un manque de savoir-vivre ne perdure. En fait, ça, ce serait la bonne façon de vivre avec le bruit. Les incertitudes de nos études ne doivent pas servir de contre-argument. On a eu des échanges musclés, on va dire, sur le plan scientifique, avec les grandes sources de bruit que sont les opérateurs de transport en Île-de-France. Il y a un avis de notre conseil scientifique qui est en ligne. Là, ça vous donnera un petit peu le niveau des contestations. Il y a une incontestabilité de la métrologie, hein, ça c'est important chez les audioprothésistes, puisque quand on mesure le bruit, comme vous avez pu voir avec les recommandations de l'OMS, ça fonctionne. Et puis une importance de la communication associée, puisque c'est important de sensibiliser un petit peu tout le monde. Donc, bien vivre avec le bruit, c'est l'affaire de tous. L'individu doit gérer sa propre dose de bruit, un travail, loisirs, etc. Aménager son intérieur, donner l'exemple, puis surtout, il faut faire attention au comportement. C'est le rôle de chacun. Les entreprises doivent prendre des mesures d'isolation. On l'a dit tout à l'heure avec le professeur Ducournau. Équiper, former, sensibiliser les employés. Hein, vous avez vu les incertitudes en matière de pays, déjà, quand l'employé n'est pas formé à son port. Bien vivre avec le bruit, c'est aussi l'affaire des pouvoirs publics et des collectivités, donc les plans de prévention du bruit, les aménagements. Donc, exemple, un revêtement spécial de route en ville, moins 5 décibels, autoroute, moins 7 décibels, un écran anti-bruit d'autoroute, moyenne 8,5 décibels. La réglementation, comme vous avez vu, elle n'est pas simple à faire appliquer, il faut un petit peu de contrôle dans certains endroits. Et puis le long terme, c'est surtout les architectes et urbanistes, hein, puisqu'un immeuble ou une zone urbaine va quand même être telle qu'elle pendant pas mal d'années. Donc il faut concevoir les bâtiments, les espaces urbains. Vous voyez, donc cet immeuble-là est au bord du périphérique parisien. Il y a un côté qui est le long du périphérique avec le bruit que vous imaginez. Et de l'autre côté, on peut ouvrir les fenêtres. Il y a des, vous voyez, donc avec un système, concevoir l'aménagement intérieur en mettant les chambres évidemment du côté calme, tout le monde y pense, mais la conception des immeubles avec des coursives d'un côté, du côté du bruit et le logement de l'autre, ça ne peut être que l'architecte. À nous, les professionnels de la santé, les associations, de se mobiliser sur le sujet. Et pour bien vivre avec le bruit et que les générations suivantes vivent bien avec le bruit, en fait, on est en zone d'éducation prioritaire. C'est-à-dire la solution la plus efficace, l'éducation. Et nous, école, collège, université, évidemment, faut qu'on enseigne tout ça. Donc, ça va être sûrement au programme à Évreux, à mon avis. La lecture de l'échelle du décibel en milieu scolaire peut s'enseigner aussi simplement que celle du thermomètre. Donc ça, il faut faire quelque chose de culturel dès le plus jeune âge. Les audioprothésistes, vous avez tous une formation en acoustique d'un très bon niveau. Vous avez des connaissances, il faut peut-être sortir un petit peu de sa cabine insonorisée, se lancer dans la prévention. Il y a peut-être de nouveaux rôles qui vont arriver, hein. On ne sait pas, puisqu'il y a toujours cette compétence en mesure acoustique qui peut être intéressante. Les études scientifiques vont faire avancer le sujet, et puis pour le reste, tout converge vers le sommet de l'État qui devrait
se bouger sur le sujet. Donc, quelques références pour vous permettre d'aller chercher un petit peu plus loin, mais je vous conseille d'aller sur ce fameux site de Bruit Paris. Et merci tout le monde.